Prince, icône du désir sans limite et des batailles silencieuses, a aimé 5 hommes que le monde entier vénérait. Personne n'en parlait. Non par honte, mais parce que le monde n'a jamais su être tendre avec ceux qui osent vivre en dehors de ses lignes. Il n'y a pas eu de documents, pas de photographies, pas de déclarations publiques. Seulement une poignée de regards volés, quelques nuits sans fin, et des chansons qui résisteront à jamais à une seule signification. George Michael a été le premier à faire parler de lui. Mais les noms qui ont suivi ont laissé les gens sans voix. L'une d'elles a dansé à ses côtés au studio 54 dans une robe de fourrure. Une autre l'a appelé le fantôme chatoyant qui s'attardait sur chaque prise en studio. Un homme a vécu librement et à voix haute. Un autre n'a jamais trouvé le courage. Prince n'a jamais écrit leur nom, mais il a raconté leur histoire, dans le langage de la mélodie, dans la douleur de ses yeux, dans des silences si lourds qu'ils résonnent plus fort que n'importe quel accord. Et si vous êtes encore là, si vous écoutez encore, aimez, commentez et abonnez-vous. Parce que maintenant, nous entrons dans la vérité qu'il a portée tranquillement jusqu'à son dernier souffle. Lorsque George Michael a rencontré Prince pour la première fois, il ne l'a pas regardé dans les yeux, non par timidité, mais parce que le regard de Prince, calme et perçant, pouvait arrêter un homme au milieu d'une phrase, d'une pensée ou d'un battement de cœur. Il y avait quelque chose dans la façon dont Prince observait les autres qui faisait que l'on se sentait complètement exposé, non pas par des questions, mais par son profond silence. Des années plus tard, quelqu'un qui travaillait dans l'équipe d'éclairage des MTV VMAs à la fin, des années 80 a raconté que je n'avais jamais vu George aussi tendu. D'habitude, il riait beaucoup. Il était très flamboyant. Mais ce jour-là, dans les coulisses, avant l'arrivée du Prince, George n'a cessé de rajuster sa manche 4 fois, alors que rien ne clochait. Tout le monde pensait qu'il s'agissait simplement d'un respect mutuel entre 2 stars. Mais ceux qui comprenaient George, qui comprenaient comment il dissimulait toujours ses véritables émotions derrière une façade confiante, savaient qu'il y avait quelque chose d'autre, un tremblement subtil, difficile à nommer. Prince est resté le même, peu de mots, pas de camaraderie, mais sa présence était aussi claire qu'une déclaration. Ils se sont rencontrés pendant quelques minutes, suffisamment pour qu'un membre de l'équipe prononce plus tard une phrase qui est devenue une rumeur persistante. Ils se sont liés musicalement, mais on sentait qu'il y avait quelque chose de plus. C'est l'apogée de leur carrière respective. George, qui venait de quitter les feux de la rampe de Wham!, se redéfinissait en tant qu'artiste sérieux, profond et profondément conflictuel. Prince, toujours à part, est resté une icône sexuée, sauvage et solitaire dans le monde même qu'il a créé. Ils ne se ressemblaient pas, mais n'étaient pas aussi différents qu'on l'imaginait. Tous deux ont dissimulé des aspects d'eux-mêmes. Tous deux vivaient entre 2 mondes, l'un pour la performance, l'autre pour la respiration. Etsy, parmi des millions de fans adorateurs. N'importe qui peut vraiment comprendre l'épuisement que représente le fait d'entretenir perpétuellement 2 versions de soi-même. Il s'agit probablement d'eux. Mais l'important n'est pas dans leur rencontre, mais dans ce qui s'en est suivi, dont personne n'a jamais parlé. Pas de photos partagées, pas d'interviews mentionnant la rencontre, pas de performances communes. Les seuls vestiges sont des allusions éparses dans leur musique. Father figure. Le tube tendre et conflictuel de George est considéré par de nombreux fans comme une influence distincte de Prince. Les harmonies éthérées, les paroles à la fois suppliantes et sensuelles, l'espace musical oscillant entre le désir et le tabou, tout cela évoque l'esprit de Purple Rain. George ne l'a jamais confirmé, mais il ne l'a pas non plus nié. Lorsqu'on lui posait la question, il se contentait de sourire faiblement. J'écoute Prince comme je m'écoute moi-même. Mais avec plus d'audace. Prince est encore plus réticent. Il n'a jamais mentionné George Michael, alors que tout le monde savait qu'il connaissait bien la musique de l'artiste anglais. Mais parfois, le silence de Prince est sa façon de sauvegarder ce qui lui est le plus précieux. Ceux qui le comprenaient savaient qu'il ne parlait pas de quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'il ne pense pas à eux, mais parce qu'il ne veut pas que quelqu'un d'autre touche à ce lien. La rumeur veut qu'il se soit parlé au téléphone à plusieurs reprises. Un producteur a dit un jour que George avait expérimenté un riff de guitare à la Prince, juste pour voir ce que ça donnait. Par la suite,
Il a envoyé ce segment sur une cassette pour que Prince l'entende. La réponse est inconnue, mais quelques semaines plus tard, George a écrit un refrain très différent, comme s'il voulait répondre par la musique. Ce segment n'a jamais été publié. Elle est restée dans un carnet, oublié après que George soit sorti d'une période de crise. Ce qui est curieux, c'est que deux individus ayant suffisamment de pouvoir pour collaborer, pour créer quelque chose d'audacieux, ne l'ont pas fait. Pas de collaboration. Pas d'invitation à chanter ensemble. Aucune allusion aux médias. Mais c'est précisément cette distance, la distance de l'évitement, qui a amené les gens à se demander s'il n'y avait rien. Un musicien qui travaillait avec George à l'époque a confié que George craignait Prince. Pas dans un sens négatif, mais il craignait de perdre ses limites. George a dit un jour que s'il se rapprochait trop de Prince, il serait emporté, ne saurait plus qui il était, parce que Prince n'a jamais gardé de limites. Et George a toujours été attiré par ce qui était dangereux. Peut-être se sont-ils un jour chéris l'un l'autre. Il s'agissait peut-être d'une amitié. Peut-être était-ce une étincelle d'affection fugace qui n'a jamais été autorisée à s'enflammer complètement. Mais une chose est sûre, il existait entre eux une émotion indéfinissable, qui ne pouvait être effacée. Des années plus tard, alors que George parlait de ses jours d'angoisse, lorsqu'il devait dissimuler son identité par peur du jugement, quelqu'un lui demanda « Avez-vous déjà aimé quelqu'un que vous n'osiez pas reconnaître ?» George s'arrêta quelques secondes, regarda par la fenêtre, puis répondit simplement « Il y a des gens que je garde pour moi, parce que si j'en parlais, je craignais que ce monde ne brise ce qu'il y avait de plus beau entre nous. » Personne ne sait exactement à qui George faisait allusion, mais cette réponse, comme une ombre violette qui passe, a laissé tout le monde momentanément sans voix. Prince a quitté ce monde comme il l'a vécu, brusquement, sans explication, laissant derrière lui d'innombrables questions. George a suivi peu de temps après, porteur de mélodies inachevées et de liens jamais nommés. Leur histoire, si elle existe vraiment, ne peut être comprise que par le ressenti, un bref coup d'œil dans les coulisses, un passage musical qui porte l'influence de l'autre, un long silence qui, si on l'écoute de trop près, résonne comme une note soutenue persistante dans une chanson d'amour sans paroles. Et si, comme quelqu'un l'a dit un jour, la musique était l'endroit où les émotions les plus vraies peuvent se cacher. Alors peut-être que Prince et George Michael se sont aimés, se sont compris et ont refusé de l'articuler, pour en préserver la beauté initiale. Personne n'a besoin de tout savoir, car certains liens ne peuvent exister que lorsque nous leur permettons de rester ambigus, entre l'ombre et la lumière, entre une chanson et une histoire jamais racontée. Les gens ont commencé à dire des choses singulières lorsque Prince et Sylvester se sont rapprochés. Rien d'explicite, personne n'a saisi de moment précis. Mais lorsque ces deux groupes sont apparus sur la même piste de danse, sous les mêmes lumières et dans le même espace calme, ce qui a laissé les gens bouche bée n'était pas la musique, mais une émotion étrange et sans nom, une sorte de curiosité mêlée de doute, comme s'ils étaient témoins de quelque chose de familier et pourtant d'étranger, d'intimement proche et pourtant d'une vie à part. C'était dans les années 80. Prince venait d'arriver à New York, au sommet de son ascension, une période où sa renommée brûlait plus fort que n'importe quelle lumière de scène. Sylvester était différent. Il était déjà une icône. Non seulement dans le domaine de la musique, mais aussi une voix discrète pour ceux qui ne pouvaient pas s'exprimer. Les gens l'appelaient le disco queen, mais en vérité, il n'avait pas besoin de genre pour se définir. Il était Sylvester, unique, un style à lui tout seul, une question à laquelle personne ne pouvait répondre. Et c'est précisément ce contraste qui a attiré Prince. Non pas avec un regard infatué, non pas avec la poursuite endiablée que l'on trouve dans les ballades, mais avec admiration, avec une fascination prudente mais indéniable. Dans une industrie souvent accablée d'attentes et de cadres rigides, Sylvester était comme une leçon vivante. Il n'était pas nécessaire de choisir un camp. Il pouvait être lui-même, tout en se transcendant, et peut-être dans le cœur de Prince à ce moment-là. Il y avait aussi une voix silencieuse qui aspirait à s'évader. Ils se sont rencontrés dans les lumières éblouissantes du Studio 54, un endroit où personne n'avait besoin d'expliquer quoi que ce soit, où les différences étaient célébrées par le silence de ceux qui leur ressemblaient. Ils n'avaient pas besoin de parler pour que l'on sache qui ils étaient. Il leur suffisait d'être là.
Mais entre Prince et Sylvester, il y avait encore quelque chose de pas comme les autres. Une courte période, mais suffisante pour enflammer des centaines d'histoires fragmentées. Tous deux ont disparu de la foule, ni vers une loge, ni vers une voiture. Personne ne les a vus aller au sous-sol ou sur le toit. Ils n'étaient tout simplement plus là. Quelqu'un qui y travaillait l'a raconté, sans que l'on sache s'il s'agissait de la vérité ou d'un souvenir teinté de boisson. Je m'en souviens très bien. Prince portait un costume de velours violet et se tenait à côté de Sylvester, qui était alors drapé dans un long manteau de fourrure blanche jusqu'aux chevilles. Ils n'ont pas parlé. Ils sont restés proches l'un de l'autre. La façon dont deux personnes se tenaient l'une à côté de l'autre et que la salle entière cessait de bouger, comme s'il y avait entre elles quelque chose que tout le monde voyait, mais que personne n'osait nommer. C'est ce qui a captivé tout le monde, non pas parce qu'ils étaient ouverts, mais parce qu'ils n'avaient pas besoin de l'être. Ils ont tout gardé dans une zone grise, un endroit où l'imagination et la peur s'entremêlent. Le funk et le disco. Deux courants apparemment opposés ont fusionné entre ces deux individus. Prince avec son funk non conventionnel, sa guitare électrique et ses cris richement colorés. Sylvester avec son son disco doux, féminin et puissant, comme si la piste de danse était une église et qu'il en était le prêcheur. Leur connexion tacite a même conduit certains acteurs de l'industrie musicale à imaginer une collaboration artistique. Mais celle-ci n'a jamais vu le jour. Pas d'enregistrement, pas de chansons, pas de tournée commune. Cela n'a fait qu'alimenter les rumeurs. Les gens ont commencé à croire que le silence lui-même était la preuve, comme si ce qui ne s'était pas produit était la chose la plus mémorable. Il y a un détail subtil que peu de gens ont remarqué et qui est pourtant très révélateur après cette nuit. Le style de Prince commence à changer subtilement. Les chemises transparentes, le maquillage lourd des yeux, les mouvements prolongés qui traduisent une indifférence paresseuse, mais qui sont tout à fait intentionnels. Tout cela laisse entrevoir quelque chose de plus proche de l'esprit de Sylvester que jamais auparavant. Pas d'imitation, mais une continuation. Une forme discrète d'héritage. Prince n'en a jamais parlé, mais le temps laisse des traces plus indélébiles que les mots. Quant à Sylvester, il n'a jamais parlé de cette nuit. Mais lors d'une interview en 1982, interrogé sur ses inspirations musicales, il a laissé une déclaration persistante. Et il y a des gens qui, en se croisant, laissent un souvenir indélébile pour toute une vie. Personne n'y a prêté attention à l'époque, mais en y repensant aujourd'hui, cette déclaration ressemble à une lettre scellée envoyée dans le cœur des auditeurs. Des années plus tard, alors qu'ils n'étaient plus sur scène dans la fleur de l'âge, les gens parlaient encore d'eux comme d'une partie de ces années. Mais ce qui hante les gens, ce n'est pas ce qui s'est passé, mais ce qui n'a pas été autorisé à se produire. Peut-être ont-ils partagé une chambre, une danse lente ou une remarque maladroite sous les lumières dorées, mais il est également possible qu'ils soient restés immobiles, silencieux, respirant simplement ensemble. Cette tranquillité entre des artistes qui vivaient du son est devenue la résonance la plus forte, à une époque où vivre de manière authentique signifiait se sacrifier. Deux individus noirs et excentriques, défiant les définitions du genre et de la société, ont choisi d'éprouver de l'empathie sans avoir besoin de la nommer. Et c'est peut-être ce qui les a rendus plus grands que n'importe quel album jamais publié. La vérité ne se trouve nulle part, aucune cassette ne l'a enregistrée, aucune confession n'a été faite. Mais dans l'esprit de ceux qui ont vécu cette époque, au milieu de la brume de l'alcool, des lumières et des yeux qui les ont vus passer l'un devant l'autre, quelque chose subsiste, comme si nous avions été témoins de l'amour, même si ce n'était que dans un regard. Et si l'amour, sous toutes ses formes, a vraiment existé entre Prince et Sylvester, ce n'est peut-être pas dans les baisers en public, mais dans le calme même d'une nuit où deux individus ont osé être eux-mêmes, dans un monde qui apprenait encore à accepter la différence. Avant même leur rencontre, Rufus Wainwright s'est toujours douté de ce sentiment particulier. Chaque fois qu'il s'asseyait au piano, une teinte violette se glissait subtilement dans la mélodie, comme un fantôme non invité. Il ne l'a jamais vraiment nommé, se contentant de dire « J'ai toujours imaginé que Prince me regardait depuis un nuage de velours ». La phrase semblait être un jeu de mots, mais ceux qui comprenaient la musique de Rufus, qui comprenaient son influence discrète mais persistante,
se rendaient compte qu'il ne s'agissait pas d'une simple imagination. Ce qui est curieux, c'est qu'il n'existe aucune photo commune d'eux, aucune chanson publiée, aucune ligne dans les notes d'album mentionnant leurs noms respectifs. Mais les gens de l'industrie, ceux qui ont fréquenté les studios de Los Angeles en 2006, racontent une histoire différente. Une rencontre fortuite, mais qui a laissé un écho pendant plus d'une décennie. Le producteur présent ce jour-là a déclaré franchement que rien n'était explicite, mais que l'atmosphère de la pièce avait changé, comme si deux tempêtes venant de directions différentes se rencontraient, sans entrer en collision, mais en provoquant une pause. Prince, alors une icône presque surréaliste, a toujours choisi le mystère comme arme. Rufus, plus jeune, différent à sa manière, luttant encore pour définir sa voix dans un monde encore hésitant à l'égard de ceux qui osent vivre de manière authentique. Il n'était pas du genre à se rapprocher facilement, mais c'est peut-être justement pour cela qu'ils se comprenaient. L'histoire du studio ce jour-là n'a pas été racontée en détail. On sait seulement que Prince est apparu pendant quelques heures, qu'il a écouté une démo de Rufus, qu'il n'a pas dit grand-chose, qu'il a simplement hoché la tête, puis qu'il s'est éclipsé. Mais cette présence a suffi pour que Rufus la qualifie, des années plus tard, de touche étrange. J'ai eu l'impression d'être perçu, non pas de manière critique, mais avec compréhension. De nombreux fans se sont demandé s'il y avait vraiment un tel respect et une telle compréhension. Pourquoi n'ont-ils pas créé quelque chose ensemble? Pourquoi pas d'enregistrement? Pas de ballade combinant de le funk et de le classique? Pas de trace officielle? Mais il n'est pas facile de répondre à cette question. Prince, qui ne faisait jamais rien de prévisible, avait de nombreux projets qui n'existaient que dans sa mémoire et dans son entourage. Peut-être l'a-t-il senti entre eux. Il suffisait que le lien existe à ce moment précis. Il n'est pas nécessaire de le conserver. Pas besoin de continuer. Il est également possible qu'il ait reconnu en Rufus une version de lui-même trop honnête, trop vulnérable, au point de ne pas vouloir l'entraîner dans son monde complexe. Rufus était différent. Il a failli écrire une chanson intitulée Petit Prince, mélange indéniable d'admiration et d'émotion personnelle. Mais il l'a abandonné. Pour une seule raison. J'avais peur que ce soit mal compris et que je ne puisse plus le supporter. Personne n'a demandé pourquoi. Mais ceux qui connaissaient l'histoire de la vie privée de Rufus, les conflits entre son vrai moi et le personnage public qu'il portait, comprendraient. Il y a des choses qu'il a choisi de garder privées, non pas par honte, mais parce que, si elles étaient révélées, elles ne seraient plus aussi belles que lorsqu'elles résidaient dans son cœur. L'une des raisons pour lesquelles les rumeurs entre Prince et Rufus ont persisté est la subtilité envoûtante dont tous deux font preuve dans leur musique. Les notes graves persistantes de Rufus, ses tremblements doux et fragiles comme s'ils s'accrochaient à quelque chose d'inaccessible, rappelaient fortement la face cachée des morceaux de funk teintés de pourpre de Prince. Ces deux artistes n'ont jamais hésité à mettre la vulnérabilité au premier plan. Ni l'un ni l'autre n'avaient besoin de pitié. Mais ils n'ont jamais cherché à paraître forts. C'est peut-être précisément la raison pour laquelle le lien entre eux, s'il existait, est devenu si difficile à définir. Ni l'un ni l'autre n'appartenaient au monde des noms associés pour vendre des disques. Ils n'avaient pas besoin d'être liés, ni de se nommer pour affirmer quoi que ce soit. Ils pouvaient se regarder pendant 10 minutes et garder ce sentiment pendant 10 ans. Lorsque Prince est décédé, Rufus a été l'un des rares artistes de la jeune génération à choisir le silence. Pas de lettres ouvertes, pas de chansons d'hommage, pas de veillées publiques à la bougie. Ce n'est que près d'1 an plus tard, lors d'un petit concert à Vienne, que Rufus a joué discrètement un morceau inédit, puis a déclaré « J'avais l'intention d'appeler cette chanson Little Prince, mais je n'en ai jamais eu le courage. » Et n'a pas donné d'autres explications. Ce choix, entre le silence et la reconnaissance, semble refléter toute la nature de cette relation énigmatique. Pas besoin de nom, pas de cadre, juste un point de contact. Mais comme tous les vrais artistes, Prince et Rufus ont compris que certains liens ne devaient rester que des légendes, car ce n'est qu'en tant que légendes qu'ils peuvent transcender les frontières des mots, des images, et perdurer à jamais dans la perception de l'auditeur. Et qui sait, dans la musique plus tardive de Rufus, lorsque le son s'installe comme un léger brouillard, une teinte violette apparaît encore subtilement.
comme un rappel d'un après-midi de 2006, dans un studio de Los Angeles, où deux artistes ont eu besoin de peu de mots, mais se sont entendus profondément. Toutes les rencontres entre deux individus profondément influents ne débouchent pas sur une collaboration, une amitié ou un scandale. Parfois, il ne reste qu'un simple regard. Pourtant, certains regards ont suffisamment de poids pour s'attarder entre deux personnes pendant des années. Les gens se souviennent encore d'une soirée dans les coulisses des MTV VMA à la fin des années 90. Pas de dispute, pas de cris, mais l'atmosphère était enseignée, comme l'eau juste avant qu'elle ne sorte de son lit. Prince était là, comme d'habitude, vêtu de velours violet, Cole Ho, son regard balayant tout le monde. RuPaul était également présent, imposant, resplendissante, un sourire aux lèvres, mais des yeux aiguisés comme des poignards. La salle bourdonnait de lumières et de célébrités, mais seuls deux regards évitaient délibérément de se croiser. RuPaul a mentionné une fois dans un talk show qu'il avait vu Prince me regarder de loin. Puis il a changé de sujet si rapidement que le public a à peine saisi ses paroles. Et Prince. Il n'a jamais mentionné RuPaul. Pas d'interviews, pas de citations, pas d'évasion, juste un silence absolu, comme si chaque question ne méritait pas de réponse. Le problème réside dans le fait qu'ils étaient trop semblables, et que cette similitude même les a empêchés de se connecter. RuPaul, un individu ouvertement gay, vivant de manière authentique, se transformant en icône de la libération des genres. Quelqu'un qui ne s'est pas contenté de dominer la scène, mais qui a obligé le monde entier à affronter la vérité sur ce qui était considéré comme déviant. RuPaul n'a rien caché. Jamais. Et Prince, dont le monde débat encore aujourd'hui. Était-il pédé? Quelle était la part d'authenticité dans cette image? Quelle était la part d'art qu'il ne confirmait ni ne démentait? Il laissait simplement les gens spéculer et utilisait cette ambiguïté même comme un linceul de velours sur toutes ses affaires privées. L'un était un miroir, l'autre une ombre. La rumeur veut qu'au gala de cette année-là, le styliste de Prince l'ait empêché d'entrer en même temps que RuPaul, ne voulant pas que les médias les photographient dans le même cadre. Il n'existe aucune preuve concrète, mais ceux qui travaillaient dans l'industrie à l'époque ont confirmé que Prince se méfiait énormément des étiquettes. De toutes les étiquettes, surtout celles liées à la communauté. Non pas parce qu'il détestait, mais parce qu'il craignait d'être catalogué, incompris, de perdre le contrôle de sa propre image. Une obsession discrète mais puissante. Ainsi, alors que RuPaul vivait en démantelant les frontières, Prince vivait en maintenant les frontières perpétuellement ambiguës, intouchable par quiconque. L'histoire a commencé à se répandre plus largement après qu'un ancien membre de l'équipe de RuPaul a révélé par inadvertance dans un podcast. Ru a dit un jour: « Je ne suis pas fâché que Prince ne m'ait pas parlé. Je le regrette juste. Je regrette de savoir qu'il m'a vu, mais qu'il n'a pas osé regarder en arrière. » Cette déclaration, dénuée de colère ou de reproche, ne contenait qu'un profond regret. Un regret non pas pour une conversation manquée, mais pour une génération entière divisée par le choix de vivre authentiquement ou de vivre dans une aura soigneusement éditée. C'est là leur plus grande dichotomie. RuPaul a choisi d'embrasser à la fois les feux de la rampe et la dérision, acceptant le ridicule en échange de la liberté. Prince, bien que tout aussi peu conventionnel, fluide en termes de genre et défiant les normes, a toujours maintenu un voile de brume. Il montrait aux autres ce qu'il voulait qu'ils voient, mais ne leur permettait jamais de toucher son moi le plus authentique. Quelqu'un a demandé un jour si Prince détestait RuPaul. Mais la question la plus juste est peut-être de savoir si Prince avait peur de regarder RuPaul, car il y avait là un miroir, un reflet sans couche de velours pour dissimuler quoi que ce soit. Et peut-être que ce qu'il craignait n'était pas d'être étiqueté, mais de se voir lui-même dans cette étiquette et de ne pas être prêt à le reconnaître. RuPaul n'a jamais exprimé de reproche. À une autre occasion, lorsqu'on lui a demandé avec quels artistes il aurait aimé travailler, il a hésité un instant, puis a simplement dit « Prince ». Mais je suppose que certains liens sont trop fragiles pour être forcés, un lien trop délicat pour être contraint, une reconnaissance légère mais profondément ressentie. Dans les coulisses du monde du spectacle, les rencontres anonymes de ce type sont nombreuses,
Mais il est rare qu'une non-relation reste aussi profondément gravée dans les mémoires. C'est peut-être parce qu'il a touché une corde sensible que de nombreuses personnes, homosexuelles de couleur, ont dû choisir entre être aimées et être authentiquement elles-mêmes. RuPaul a choisi un chemin parsemé de pierres. Prince a choisi un chemin éclairé par des lumières. Tous deux étaient solitaires à leur manière. Personne ne sait si Prince aurait vécu plus longtemps. S'il aurait cherché à rencontrer RuPaul, ne serait-ce que pour lui dire une simple phrase comme « Je te vois ». Mais le monde n'a pas de place pour les hypothèses. Ce qui reste, c'est une histoire incomplète, un regard non exprimé et une connexion jamais formulée. Lors d'une émission récente, RuPaul, en remixant une vieille chanson, a ajouté de manière inattendue un rythme doux et funky très proche de celui de Prince. Personne ne l'a mentionné. Mais ceux qui suivaient les deux individus savaient qu'il s'agissait d'un salut tardif. Des excuses que RuPaul n'a peut-être jamais eu l'occasion d'exprimer, mais aussi sa façon de clore un chapitre sans nom de son parcours. Tous les proches de Prince n'ont pas pu conserver cette position très longtemps. Parmi les centaines de personnes qui ont affirmé avoir connu Prince, seuls quelques noms ont laissé une trace indélébile. Non pas parce qu'ils étaient célèbres, mais parce qu'il existait entre eux et lui quelque chose de véritablement indéfinissable. Jermaine Stewart faisait partie de ces rares personnes. Pas d'images largement diffusées. Pas d'interview directe. Mais ceux qui ont travaillé à Minneapolis au début des années 80 en parlent encore comme d'une vérité incontestable. Pendant une brève période, Prince et Jermaine ont été inséparables, du studio aux répétitions. On murmure même que les deux ont vécu ensemble dans un petit appartement des quartiers chics où Prince a écrit certains de ses premiers morceaux pour 1999. Jermaine était le genre de personne que d'autres pourraient facilement ignorer. Doux, réservé, avec un style fluide, mais sans ostentation. Il n'avait pas besoin de faire de déclarations. Il avait simplement besoin d'être là, avec un sourire et un costume trop grand, les yeux semblant toujours réfléchir à quelque chose de profond. Jermaine était ouvertement gay, mais d'une manière dont les gens ne se rendaient souvent pas compte avant qu'il ne soit parti. Non pas parce qu'il le cachait, mais parce qu'il ne ressentait pas le besoin de proclamer haut et fort ce qu'il considérait comme une évidence. Avec Prince, tout était plus complexe, et c'est précisément là que le conflit a commencé. Tous deux se sont rencontrés à une époque charnière où ils se définissaient. Prince, au zénith avec 1999, et Jermaine, qui commençait à tracer sa propre voie après avoir quitté le groupe Shalamar. Tous deux partageaient une passion pour le funk, aimaient les mélodies classiques, mais aimaient briser les conventions et ne tenaient pas compte des frontières entre les sexes dans leur mode ou leur performance. Mais sous cette synchronicité se cachait un fossé important que tous deux ressentaient, mais qu'aucun n'osait formuler. Jermaine a choisi la douceur, Prince le contrôle. Jermaine a choisi de dire la vérité à travers la musique, avec un tube comme We Don't Have to Take Our Clothes Off, dont le sens transcende largement les mots littéraux. C'était une déclaration d'autonomie, d'affection, qui n'avait pas besoin d'être liée au physique, où personne n'avait le droit de contraindre qui que ce soit, qu'il s'agisse d'un homme avec un autre homme ou d'un homme avec ses propres idées préconçues. Prince, quant à lui, bien qu'écrivant également sur le désir, la liberté et le fait de défier les normes, a toujours choisi de contrôler la narration. Il a montré la rébellion aux gens, mais seulement lorsqu'il avait méticuleusement coloré et arrangé chaque nuance. Il n'y avait pas de place pour la reconnaissance publique, pas de place pour la liberté hors de son contrôle. Et puis, apparemment après seulement quelques mois, tout s'est brisé sans que personne n'en connaisse la raison exacte. Certains membres de l'industrie ont raconté qu'au cours d'une séance d'enregistrement, Prince a brusquement coupé la piste vocale de Jermaine sans explication. Une autre fois, Jermaine apporte sa démo pour la faire écouter à Prince, espérant un retour. Mais Prince reste silencieux, se lève et quitte la pièce sans un mot. Peut-être parce que la mélodie est trop personnelle. Peut-être parce que Prince s'y reconnaît, mais ne veut pas l'admettre. Les rumeurs suggèrent qu'ils se disputaient au sujet de la direction musicale, mais leurs proches affirment qu'en réalité, il s'agissait de philosophies de vie différentes. Jermaine voulait que Prince soit plus ouvert, plus authentique. Prince, à l'inverse,
considérait cela comme une intrusion dans son monde privé. Un monde qu'il avait mis de nombreuses années à construire, avec des centaines de couches de défense. L'un vivait pour être lui-même, l'autre vivait pour que les autres ne sachent jamais vraiment qui il était. Tous deux étaient solitaires, mais ne trouvaient pas de compagnons dans cette solitude. Dès lors, personne ne les reverra ensemble. Dans les interviews, Germain mentionne rarement Prince, mais chaque fois qu'il le fait, sa voix se fait étrangement plus grave. Prince était l'un des artistes les plus intelligents et les plus insaisissables que j'ai jamais rencontrés, a-t-il dit un jour. Je pense qu'il me comprenait. Mais il se peut aussi qu'il n'ait pas voulu se confronter à ce que je représentais. Des années plus tard, un producteur anonyme ayant travaillé avec les deux artistes a écrit une chanson inédite intitulée Invisible Man. Tout le monde pensait qu'il s'agissait d'un amour homosexuel caché, mais j'étais sûr qu'il s'agissait de Prince. C'est ainsi que Germain voyait Prince, brilliant, mais inaccessible. Prince, comme toujours, n'a pas répondu. Pas de confirmation, pas d'information, pas de mots. Ce silence, pour beaucoup, était l'aspect le plus poignant, car une relation, aussi belle soit-elle, si elle n'est pas reconnue, n'est pas différente de celle qui n'a jamais existé. Lorsque Germain est décédé, quelqu'un a demandé si Prince avait envoyé des fleurs ou des condoléances. Personne ne le sait. Aucune presse ne l'a enregistré. Mais une source de Paisley Park a raconté ce jour-là. Prince s'est habillé tout en blanc, a fermé son studio toute la journée, n'a admis personne, n'a rien enregistré, n'a prononcé aucun mot. Il se contente de passer en boucle une vieille démo sans nom. La voix un peu rauque, imparfaite. Mais tous ceux qui l'ont entendu l'ont reconnu. C'était Germain. C'était peut-être la façon dont Prince faisait ses adieux. Une façon que personne n'a entendue, que personne n'a vue, mais qui a existé. Sous les lumières scintillantes de la pop et du funk, Prince n'était pas seulement un artiste. Il était l'emblème de l'indéfinissable. 5 rumeurs de relations. 5 facettes d'un individu qui marchait perpétuellement sur la ligne entre l'ombre et la lumière. L'ouverture et la dissimulation. Non pas pour juger, mais pour comprendre. Parfois, plus le talent est grand, plus la solitude est profonde. Ses liens avec George Michael, Sylvester, Rufus Wainwright, RuPaul et Jermaine Stewart ne sont pas de simples rumeurs. Ils témoignent d'affection authentique entre des individus qui ont osé aimer, mais qui n'ont pas toujours été capables d'aimer librement. Si vous vous reconnaissez dans cette histoire, dans cette quête de soi, dans cette lutte entre l'authenticité et les faux semblants, alors n'hésitez pas à aimer, à commenter et à vous abonner. Parce que parfois, c'est dont nous avons besoin. Ce n'est pas d'une confirmation, mais d'une communauté qui écoute et compatit. Et qui sait, peut-être portez-vous, vous aussi, une histoire inédite, comme l'a fait Prince. Merci beaucoup d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner pour ne rien manquer de nos mises à jour quotidiennes. N'hésitez pas à regarder les vidéos les plus récentes et les plus populaires qui s'affichent sur votre écran. Au revoir et à la prochaine.